Bon, aujourd'hui, on s'attaque au colorisme. Oui, j'ai bien dit attaquer. Le fer a beau être dur, lorsque la rouille l'attaque, il disparaît. Eh bien, aujourd'hui, on va être la rouille. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Enjoy-Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors, il est très important d'aborder le sujet du colorisme puisque c'est un phénomène qui existe encore énormément dans nos sociétés et qui nous fait beaucoup de tort à nous, la communauté africaine. On ne peut soigner un mal qu'une fois qu'on a fait son diagnostic et qu'on sait à quoi on a affaire. Alors, il y a tellement à dire qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la définition du colorisme. Cette définition, c'est la mienne, celle que j'ai élaborée à partir de mes observations et de mes expériences. Donc, selon moi, le colorisme, c'est une différence de traitement systématique et systémique selon la teinte de peau au sein d'une même communauté. Cette différence s'organise par une hiérarchie de la couleur, les personnes afro les plus claires étant mieux considérées que les personnes afro les plus foncées. Cette différence de traitement selon la couleur de peau est arrivée très tardivement dans l'histoire des Africains et elle a été importée. Alors la plupart du temps, c'est Willie Lynch, un esclavagiste du XVIIIe siècle, qui est présenté comme le créateur, le concepteur du colorisme. Une lettre de lui est devenue très célèbre où il explique comment il a hiérarchisé les Africains au sein de sa plantation, notamment en accordant des privilèges aux plus clairs de peau. Tu peux retrouver cette lettre très facilement et gratuitement sur Internet et je te recommande vraiment de la lire. Mais aussi célèbre que soit sa lettre, ce n'est pas lui qui a conceptualisé en premier le fait de classer les Africains selon la couleur de peau. Ça remonte au roi Louis XIV qui a fait instaurer en mars 1685, depuis son château de Versailles, une série de lois racistes, esclavagistes et qui justement discriminaient et hiérarchisaient les Africains. Dedans, Louis XIV accorde des privilèges et des droits aux métis et pas aux Africains. Ensuite, c'est Napoléon qui a également joué un grand rôle dans le colorisme en éditant des lois en mars 1802, en juin 1802 et en janvier 1803 qui instauraient une ségrégation en France et dans les colonies. Et au sein de cette ségrégation, eh bien, ceux qui étaient plus clairs avaient plus d'avantages que ceux qui étaient plus foncés. Un dernier exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est le gouverneur Joseph Gallieni qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs ou des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est la date du XVIIe siècle où ça a commencé et le fait que c'est la communauté blanche qui l'a inséminé dans la communauté noire. Alors quel a été l'intérêt pour les esclavagistes d'instaurer une différence entre les teintes de couleur chez les noirs puisque finalement eux méprisaient de la même manière un Africain clair et un Africain foncé? Eh bien c'était tout simplement pour installer une division au sein des communautés africaines. La fameuse stratégie de guerre diviser pour régner. Parce qu'évidemment, lorsqu'il n'y a que 10 blancs sur une plantation contre 300, 400 ou 500 esclaves africains, eh bien si vous n'éclatez pas cette grosse masse en divers petits groupes, vous faites rapidement déborder. Pour éviter les révoltes, pour éviter les évasions, eh bien, il a fallu diviser cette grande masse d'esclaves en divers petits groupes qui ne s'entendent pas, qui se trahissent, qui se dénoncent, qui se jalousent, qui se méfient les uns des autres. Eh bien, ce colorisme a provoqué des conséquences au-delà des attentes des esclavagistes qui l'ont mis en place, mais surtout qui durent jusqu'à aujourd'hui. Et l'une de ces conséquences, ce sont tout simplement des complexes. Du côté des peaux foncées, ça va être le complexe d'infériorité, parce qu'à chaque fois, la couleur de peau foncée est associée à l'échec, à la misère, à la criminalité, à la violence, à la laideur, bref, à tout ce qu'il y a de négatif. Donc par rapport à tous les messages subtils ou évidents qu'une personne foncée va recevoir toute la journée, tout au long de sa vie, eh bien cette personne va intérioriser une mauvaise estime d'elle-même. Et ce complexe d'infériorité peut mener à des comportements autodestructeurs comme se blanchir la peau avec des produits empoisonnés. C'est également de l'auto-sabotage comme le fait de ne pas être ambitieux dans le milieu professionnel, de ne pas être audacieux, de ne pas oser. De l'autre côté, du côté des personnes claires de peau, il y a ce complexe de supériorité qui entraîne un mépris pour les autres personnes de la même communauté, parfois même de la même famille, qui sont plus foncés de peau. Ce complexe de supériorité, il est également validé par absolument toutes les sphères professionnelles et encore plus dans les milieux où la personne est visible face à une clientèle ou face à un public. Donc dans la musique, dans le mannequinat, dans le cinéma, dans le journalisme,
Pendant longtemps, non seulement ce sont des personnes claires de peau qui ont eu le plus de succès, le plus de récompenses, mais surtout c'était quasiment les seuls à avoir de la visibilité. Et c'est encore plus valable chez les femmes. C'est-à-dire qu'à talent égal, une chanteuse claire de peau aura beaucoup plus de chances de connaître un grand succès, une grande médiatisation qu'une chanteuse foncée de peau. Compétence égale, on va confier une émission ou un journal télévisé à une femme claire de peau plutôt qu'à une femme foncée de peau. Pareil pour les castings dans le cinéma. Les rôles de femmes considérés comme belles étaient plutôt accordés aux femmes claires qu'aux femmes foncées. Dans la publicité, c'était également le cas. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on se balade en Afrique, on constate que les grandes affiches, les grands panneaux publicitaires, ce sont souvent des femmes claires de peau qui sont utilisées pour faire vendre le produit. Alors tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais ma petite théorie, c'est que l'afrobeat est venu changer la donne récemment en valorisant de plus en plus de femmes foncées de peau dans les clips de musique et en accordant une hype à tout ce qui est africain. Coiffure, maquillage, tenue, danse, décor. J'ai l'impression que c'est depuis l'explosion de l'afrobeat à l'échelle mondiale que les peaux foncées commencent à être non seulement respectées, mais carrément enviées. Quoi qu'il en soit, c'est une nécessité de parler du colorisme pour faire connaître ce phénomène et donc pour le désamorcer. Une fois qu'on aura désamorcé tous les mécanismes qui nous divisent, nous allons nous unir pour nous organiser. Et nous allons nous organiser pour régner. Régner sur nos ressources, sur nos terres, sur nos populations. Et quand je dis régner sur nos populations, c'est rétablir un paradigme africain, rétablir une valeur pour nos cultures, notre histoire, nos richesses immatérielles. Je suis profondément optimiste parce que le changement est non seulement flagrant, mais il est également très rapide. Nous sommes dans une nouvelle ère et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te demande de liker et partager cette vidéo depuis mon trône. Pour approfondir la question du colorisme, je vous recommande la vidéo Les dégâts du colorisme sur la chaîne Grandeur Noire, mais également la vidéo L'importance de la représentation et aussi la vidéo Pourquoi l'absence de confiance entre noirs. Alors si tu as regardé jusque-là et que tu comptes combattre les complexes qui paralysent ta vie, commente nos complexes. Sur ce, je te donne rendez-vous pour la prochaine chronique sur Afrique Résurrection.